Alors maintenant, on va voir comment dans une tâche morphosyntaxique, d'étiquetage morphosyntaxique, on va représenter toutes ces classes grammaticales-là. On va utiliser ça avec ce qu'on appelle des ensembles d'étiquettes ou en anglais des tag sets. Alors, dans un corpus étiqueté, la façon dont on va représenter les classes grammaticales, c'est avec ce qu'on appelle un ensemble d'étiquettes ou un tag set. Donc, le choix du tag set, puis il en existe plusieurs qui sont comme officiels, va déterminer c'est quoi les classes grammaticales qu'on va distinguer dans nos données. Donc, les données étiquetées vont ressembler à ça. Ici, on a segmenté en phrases. Puis, la segmentation au niveau des mots est faite à l'aide d'espaces. Donc, pour chaque mot, on va ajouter après le mot une barre oblique suivie de l'étiquette. Par exemple, the est étiqueté comme étant avec l'étiquette dt qui fait référence au déterminant. Grand, l'étiquette JJ qui fait référence aux adjectifs. Jury, l'étiquette d'un nom, et ainsi de suite. On voit, on a des noms communs, noms propres ici, pardon, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va représenter souvent dans les données brutes les étiquettes. Le tag set probablement le plus populaire, c'est celui qu'on appelle le Pentree Bank tag set. Il y a 45 étiquettes en tout, qui sont toutes listées ici. Ça, c'est extrait du livre là, de Jaworski et Martin. On a les coordinations de conjonction, on a les cardinal numbers, les déterminants. On voit aussi que parmi les noms, on ne fait pas juste étiqueter si c'est un nom ou pas, mais on étiquette aussi, on distingue par exemple les noms singuliers ou les mass nouns des noms qui sont pluriels. Même chose pour les noms propres. Donc, on en aura plusieurs aussi au niveau des verbes. On va distinguer les verbes dans sa forme de base, des verbes au passé, des gerunds, des participes passés, et ainsi de suite. Puis, on a aussi des classes spécifiquement pour des ponctuations. Ou entre autres, on a tout ce qui est parenthèses, comme les crochets, les curly brackets, les parenthèses, même les signes plus petits comme ça, utilisés comme une parenthèse. Mais on a les points sont nécessairement associés à l'étiquette point. Donc, parmi les classes grammaticales, il y a en fait aussi des classes, des étiquettes pour des ponctuations. Aussi. Et si vous regardez dans les données brutes, souvent, la parenthèse, plutôt que de la noter comme ça, on va parfois la marquer avec cette étiquette-là. -LRB- ou -RRB- pour left round bracket puis right round bracket. Voilà. Maintenant, pour ajouter ces étiquettes-là, il faut qu'un expert, un linguiste, fasse ça, prenne des données qui sont normalement a priori pas étiquetées, puis ajoute ces étiquettes-là. Ça va générer nos corpus étiquetés qu'on va utiliser pour entraîner, par exemple, un HTML. Mais étiqueter un corpus, c'est vraiment pas une tâche facile. Du moins, pour collecter beaucoup de données, c'est un travail assez fastidieux. En fait, il y a plusieurs cas qui sont très difficiles à décider, même pour un expert, souvent particulièrement pour quelqu'un qui a un usage plutôt informel ou pas d'expert d'une langue. Donc, les annotateurs, qui sont ceux qui vont générer, ces experts-là qui vont générer, ajouter les étiquettes à un corpus, ont souvent à leur disposition un guide, on appelle ça un tagging manual, qui est associé à un tag set. Donc, un tag set, normalement, vient avec un tagging manual. Puis, le guide en question, le tagging manual, ça va donner des heuristiques pour aider dans les cas plus difficiles à distinguer. Je le mentionne parce que ce guide-là, ça peut être une bonne source d'information pour ajouter des informations a priori dans nos modèles statistiques. Donc, on va voir quelques exemples problématiques juste pour avoir un peu une intuition du genre de difficulté auquel on fait face quand on fait l'étiquetage morphosyntaxique. Des cas difficiles, entre autres, c'est les mots qui peuvent être soit une particule, une préposition ou un adverbe. Donc, un exemple, c'est le mot around. On a 3 exemples de phrases où il est utilisé soit comme particule, comme préposition, comme adverbe. Donc, Mrs. Sheffer never got around to joining. All we gotta do is go around the corner. Puis, Château Petrus cost around 250. Donc, on se rappelle que les particules, ça peut modifier significativement le sens du verbe, ce qui est un peu le cas ici. Got around, c'est comme j'ai fini par faire, qui n'est pas nécessairement lié directement avec le verbe get.
la signification normale de get. Aussi, quand around est utilisé dans le sens approximativement, ben là, on va plutôt étiqueter ça comme étant un adverbe, comme c'est le cas ici. Puis, in, donc préposition, une façon, dans certains cas, de le distinguer, c'est le fait que ça doit être suivi d'un syntagme nominal et non pas précédé. Donc, on a un exemple ici où, par exemple, she stepped off the train. On sait que c'est une préposition parce qu'on ne pourrait pas dire she stepped the train off. Okay? On ne peut pas le faire passer devant le syntagme nominal qui est the trains. Un autre cas difficile, c'est lorsqu'on a ambiguïté par rapport à ce que c'est un nom commun, un adjectif ou un nom propre. Donc, entre autres, lorsqu'un nom qui modifie un autre nom, on a des règles différentes. Donc, on a l'exemple ici de cotton sweater, income tax return et the Graham-Rodman Act. Dans ce cas-ci, on va dire c'est un nom commun, c'est le cas typique qu'on rencontre le plus souvent. Ici, on va dire un adjectif, entre autres dans les cas, comme c'est le cas ici, où on a un tiret. À ce moment-là, on associe ça plutôt à un adjectif. C'est l'heuristique qui est offerte là, aux annotateurs. Puis, ici, pour un nom propre, c'est un peu l'équivalent, mais lorsque, en fait, les mots qui appartiennent à la combinaison de mots avec un tiret sont eux-mêmes des noms propres. Certains mots spécifiques vont être étiquetés comme nom lorsqu'ils modifient un nom, même si potentiellement on aurait pu penser que c'est des adjectifs ou des noms propres. Par exemple, on a Chinese cooking ici ou Pacific Waters. Donc, encore une fois, avec des règles que je ne mets pas vraiment ici, c'est le genre de cas qui n'est pas nécessairement trivial, qu'on pourrait penser que dans ce cas-ci, ça aurait été un adjectif quand c'est le départ. Un autre exemple de difficulté, c'est participe passé versus adjectif. Un exemple, c'est married. Donc, on a deux phrases ici. They were married by the Justice of Peace yesterday at 5. Et at the time, she was already married. Où là, c'est un adjectif. Précédemment, c'est un verbe. Donc, le cas du verbe, c'est lorsqu'on fait référence à un événement qui s'est déroulé. Par exemple, si on fait référence à l'événement de se marier au passé. Tandis qu'ici, on fait plutôt référence à l'état de mariage. C'est-à-dire qu'on se parle du fait qu'ils étaient mariés. C'est pour ça qu'on a une distinction ici. Il existe d'autres taxettes que le Pentry Bank. Entre autres, le Brown Taxet, qui est plus exhaustif. On a 87 étiquettes. En fait, le Pentry Bank est inspiré du Brown Taxet, qui était en fait, c'est une certaine façon de version simplifiée du Brown Taxet, mais le Brown Taxet a été donc développé avant. Donc, sachez que pour d'autres corpus, ça se peut que plutôt que d'avoir 45 étiquettes, mais avoir 87 s'ils utilisent le Brown Taxet. Pour en savoir plus sur les taxettes, allez voir la section 5.2 dans le livre.